Bonsoir à tous et bienvenue. Les sans-papiers sont invités à se rendre massivement au guichet des sous-préfectures et mairies pour établir les pièces nécessaires à l'établissement de la carte nationale d'identité. Sur 2 millions de personnes attendues, seuls 300 000 ont répondu présent. San Pedro fait face à la dégradation de son réseau routier. Les populations expriment leur ras-le-bol et exigent la réhabilitation des axes routiers dans cette ville aux multiples potentiels. Et puis l'ONU tire la sonnette d'alarme. En RDC, au moins 1300 civils ont été tués au cours des 8 derniers mois lors d'affrontements entre groupes armés et forces de sécurité. L'opération spéciale de délivrance des pièces administratives connaît un faible engouement. À 5 mois de la présidentielle, la cellule de suivi de coordination révèle une faible demande enregistrée. Elle appelle les sans-papiers à se mobiliser davantage. Timé Danger, Tanguy Conan. Ce n'est pas la grande affluence dans les 485 guichets ouverts, dans les sous-préfectures et tribunaux du pays, dans le cadre de l'opération spéciale des pièces administratives. Plus d'un mois après son lancement sur une cible minimale de 2 millions de sans-papiers, seules 300 000 demandes d'extrait de naissance, d'ordonnances de rétablissement d'identité et de certificats de nationalité ont été formulées. Ce point a été fait ce vendredi lors d'un déjeuner de presse au Palm Club Abidjan-Cocody par la cellule d'exécution de ce projet destiné à faciliter l'établissement des cartes nationales d'identité et l'inscription sur la liste électorale. À ce jour, nous avons 274 demandes. Nous sommes à près de 14% de population cible atteinte. À mi-parcours de l'opération, le comité de suivi sonne la mobilisation des cibles. On demande à tous les Ivoiriens, au-delà des aspects politiques, de considérer cette opération comme une opération qui les concerne et de se mobiliser pour pouvoir se faire établir pour ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, pour se faire établir des actes d'état civil pour ceux qui n'en ont pas. Et ceux dont les transcriptions, les pièces, les registres ont été détruits, d'aller également dans les centres d'état civil de leur lieu de naissance pour pouvoir en faire la demande afin de pouvoir se voir inscrits dans les registres. Et également faciliter la délivrance des certificats de nationalité. Ce programme piloté par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation comprend 2 volets. Le premier, administratif, relatif à l'établissement des extraits de naissance et au rétablissement d'identité, est totalement gratuit. Pour le second, qui est judiciaire, il nécessite le paiement d'un timbre fiscal de 500 francs CFA à apposer lors du retrait du certificat de nationalité. En parlant d'élection présidentielle, qui sera donc le candidat du PDCI au scrutin d'octobre prochain. On ne le saura pas avant la fin du mois de juillet. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le bureau politique du parti, évoquant la pandémie de Covid-19. Pierre Dipomela. Les 25 et 26 juillet prochains, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sera en convention éclatée à travers le pays, à l'issue desquelles son candidat à la présidentielle sera connu. Ainsi en a décidé le bureau politique du parti ce vendredi, qui a déjà fait reporter cette convention pour des raisons de crise de coronavirus. Un comité a été mis en place afin d'enregistrer les candidats à l'investiture. L'ancien président Henri Konan Bédié, 85 ans, présenté comme le candidat naturel du parti, entretient le mystère sur son intention de se présenter. Pour Ngoran Djidri, membre du bureau politique, Bédié serait un bon candidat dans le contexte actuel. Nous sommes dans un contexte particulier qui impose qu'on ait une personnalité sage. Nous pensons que la candidature du président Bédié n'est pas un affront à la jeunesse, mais c'est pour résoudre un problème du moment. C'est une candidature consensuelle et de circonstance. Mais dans les couloirs du PDCI, d'autres noms circulent, parmi lesquels Jean-Louis Billon, homme d'affaires à la tête d'un holding dans l'agroalimentaire, Thierry Tano, ancien ministre et banquier, Tidjane Thiam, l'ancien directeur du Crédit Suisse. À 5 mois des élections, le compte à rebours est enclenché. La CEI a annoncé la révision de la liste électorale du 10 au 24 juin dans 10 000 centres de recensement. En 2015, 6,6 millions de personnes étaient inscrites pour la présidentielle et la commission électorale table sur 10,6 millions en octobre prochain. On en vient au traditionnel décompte sur l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. 169 nouveaux cas
enregistrés ce jour, 20 guéris et un nouveau décès. Ce lundi, la Côte d'Ivoire enregistre donc 3431 cas confirmés, dont 1604 personnes guéries, 36 décès et 1791 cas actifs. La nature nous parle, c'est le thème retenu cette année pour la quinzaine nationale de l'environnement. Elle a débuté ce mercredi avec au programme 3 événements clés, dont la Journée mondiale de l'environnement, qui est par ailleurs célébrée ce vendredi. Pierre Dipomélin, Eric Kemo. La planète n'a jamais été aussi polluée. Selon une étude menée en mai 2019 par l'Organisation météorologique mondiale, plus de 415 ppm, entendez parties par million de CO2, se trouvent dans l'atmosphère de la Terre. Une première dans l'histoire de l'humanité. Ce triste record est le fait de l'agression de l'environnement par l'homme. Les pots d'échappement, les industries, les feux de brousse et l'épineux problème de déchets plastiques sont entre autres les maux qui mettent en danger notre environnement, mais aussi notre vie. Chaque année, dans le mois de juin, une quinzaine de l'environnement et du développement durable est organisée dans tous les pays pour sensibiliser les gouvernants et les ONG à des actions correctives. La nature nous parle. C'est le thème choisi en Côte d'Ivoire pour cette quinzaine composée de 3 journées mondiales, le tout dans un contexte de crise sanitaire. La célébration de cette quinzaine nationale de l'environnement en Côte d'Ivoire s'articule autour de la célébration de 3 journées mondiales qui s'intègrent et soulèvent la problématique des urgences climatiques, des engagements des nations en matière de préservation et de restauration de la biodiversité. Ces 3 journées sont la Journée mondiale de l'environnement, JME, le 5 juin, la Journée mondiale des océans, JMO, le 8 juin, et la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, le 17 juin. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, avec la pandémie de la Covid-19, une innovation majeure a été apportée à la quinzaine nationale de l'environnement de cette année 2020. Et cette innovation nous vient de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication qui seront utilisées pour toucher le maximum de populations. À l'échelle mondiale, plusieurs accords sur le climat ont été signés. Les pays les plus pollueurs ont pris des engagements pour le respect et la préservation de l'environnement, mais la courbe du réchauffement climatique est toujours hausse. La nature a déjà exprimé sa colère à travers les inondations, les tsunamis et autres tremblements de terre. Les gouvernants et ONG sont appelés à agir vite. C'est l'existence de l'être humain qui se joue. Les douanes ivoiriennes ont fait récemment une importante saisie de drogue à Bangourou. Depuis le début de l'année, ce n'est pas moins de 5 tonnes qui ont été interceptées dans cette ville. Elles ont été présentées hier au ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État, qui s'est par ailleurs réjoui du travail des douaniers. Salif Yadekwe. En 2020, au moins 5 tonnes de drogue ont été saisies par les douanes ivoiriennes basées à Abengourou. Des prises d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Dans les locaux de l'unité mobile d'intervention rapide des douanes, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a encouragé ces hommes à maintenir le cap. Nous sommes très satisfaits de savoir que nos services ont pu mettre la main sur 5 tonnes de cannabis. C'est quand même important. Et ça montre aussi que nous avons des mécanismes performants qui ont été mis en place. C'est ça qui nous permet aussi d'opérer également ces saisies. Et c'est également un appel aussi à la vigilance, parce que c'est la preuve qu'il y a quand même des tentatives importantes pour pénétrer notre territoire. Le ministre annonce par ailleurs de vastes chantiers pour mieux contrer les faussaires de l'économie ivoirienne. Nous devrons continuer d'être concentrés sur nos objectifs et puis renforcer donc la capacité de surveillance de nos hommes. En termes d'équipement, c'est vraiment c'est assez large, c'est un spectre très large. Ça part des moyens de mobilité, notamment les véhicules. C'est également les armes, parce que bon, c'est quand même un métier paramilitaire. C'est également les dispositifs informatiques, les ordinateurs. C'est également tout ce qui est relatif à l'approvisionnement en électricité. Et puis
bien sûr, les questions de scanner, et on va aller plus loin parce que très bientôt, nous allons travailler à l'extension ou à la mise en place de la vidéosurveillance à partir des frontières. Donc ça va vraiment renforcer la qualité du travail des services douaniers. Plusieurs autres marchandises frauduleuses, notamment de la cigarette, des pagnes, des produits pharmaceutiques non enregistrés, ont également été présentés au cours de cette visite à l'hôte du jour, qui s'est réjoui des prouesses des douaniers. Le tronçon de la honte, c'est ainsi qu'est décrit le réseau routier de San Pedro, la cité portuaire, deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire, fait face à la dégradation très avancée de son réseau routier, piétons, automobilistes, chauffeurs de taxi, clients, tous réclament sa réhabilitation à l'image de cette ville aux multiples potentialités de développement. Reportage exclusif de Thierry Danger et Mathieu Rimbadé. San Pedro, chef-lieu de district du Bas-Sassandra dans le sud-ouest ivoirien, a mal à Savoirie. Plusieurs axes routiers de la deuxième ville économique du pays, avec son port autonome, sont dans un état de décrépitude avancée. C'est le cas de ce tronçon qui part de la gare routière au corridor sud de la ville, sur la route internationale menant à la ville libérienne de Harper, en passant par Grand Bérébi et Tabou. Un véritable chemin de croix pour les usagers de la route. À pied, à moto ou dans un véhicule, tous vivent difficilement la dégradation de la route. Quand il pleut là, on ne peut pas s'asseoir. Les motos là viennent passer devant nos marchandises ici. La route là, quand cela aussi sort, on ne peut même pas s'asseoir, c'est poussière. On avale, il n'y a pas route à San Pedro. Pardonnez, aidez-nous, il n'y a pas route, il n'y a pas route. Bon, la route est gâtée, en tout cas, ça nous fatigue. Quand on a des motos, les voitures, tout ça là, ça gâte. Quand il pleut encore, il y a poto, tout ça là, en tout cas, c'est pas joli à voir. De là jusqu'à la sortie là, il n'y a pas de route. De là même pour aller d'abord à la sortie là, ça peut prendre au moins souvent 40 minutes comme ça. Quelque chose de 5 minutes, mais on doit faire 40 minutes avant d'arriver pour faire un seul voyage. Et puis la voiture même qui fait d'abord une semaine, 6 mois, on est obligé souvent de prendre l'un de 2 semaines pour mettre dans la voiture. L'amortisseur même ne peut pas tenir jusqu'à 4 mois. Si des riverains interpellent l'État sur ce point critique de la voirie, qui fait honte, selon eux, à la deuxième ville portuaire et autres poumons économiques du pays, des chauffeurs de taxi s'en prennent, eux, à la mairie, accusés d'être impassibles. Que monsieur le maire ait le courage de passer par là, parce que c'est une voie internationale qui va jusqu'au Libéria. Nous avons des difficultés et à chaque fois nous sommes là pour faire échange des pièces sur nos véhicules. San Pedro, c'est pas le nom valable à la vue. Quand tu vois le nom de San Pedro, puis tu viens dans la ville de San Pedro, mais en tout cas, c'est pas normal, c'est pas joli. Ouais. Faux, fait valoir le premier magistrat de San Pedro. Pour le maire Félix Anoblé, la situation préoccupe. C'est une voie qui nous crée énormément de problèmes. Dès notre arrivée à la mairie, la première chose que nous avons donc essayé de faire, c'était de reprofiler cette voie. Mais évidemment, vous savez, la mairie n'a pas suffisamment de moyens pour se permettre de bitumer une voie. Donc, nous avions voulu donc reprofiler totalement cette voie pour permettre donc aux populations de circuler. Le travail de reprofilage a été fait. Nous avons fini le reprofilage. Malheureusement pour nous, les populations se sont attaquées véritablement à nos services parce que pour elles, le reprofilage a entraîné donc beaucoup de poussière et donc elles vivent mal. Donc elles préfèrent une route gâtée à une route reprofilée qui leur donne la poussière. L'autorité communale est formelle. Le traitement de cette voie n'est plus qu'une question de jours suite à son lobbying et plaidoyer auprès du gouvernement. Que cette voie a obtenu un financement. J'ai eu donc la certitude la semaine dernière avec le DG de l'AGEROUTE. Cette voie sera totalement rebitumée en 2x2 voies jusqu'à la sortie donc, de Bérébi. Mais en attendant le début des travaux, nous allons donc reprofiler la route totalement. Nous attendons l'installation donc, de l'entreprise qui doit bitumer du rond-point de la gare jusqu'au port pour pouvoir profiter de sa présence pour reprofiler cette voie-là. Longue d'une dizaine de kilomètres, cette voie traverse le Bardo, le plus grand bidonville de l'Afrique de l'Ouest. Ce quartier qui concentre 80% des 400 000 habitants de San Pedro n'a toujours pas perdu son auréole.
Je vous le disais en titre, l'ONU dénonce ce vendredi les violences visant les civils en République démocratique du Congo. Au moins 1300 auraient été tués au cours des 8 derniers mois dans divers conflits entre groupes armés et forces de sécurité. Yéli Traoré. Près de 1300 civils ont été tués et plus d'un demi-million déplacés dans divers conflits entre groupes armés et forces de sécurité en République démocratique du Congo en quelques mois, a alerté l'ONU vendredi en pointant de possibles crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, en visite dans le pays, a dénoncé en des termes sévères ces violences. J'ai été consternée par les atrocités que j'ai entendues de ces civils dans le camp de Bunia. Des enfants, des mères, brutalement agressés, blessés, estropiés et tués. Ces personnes ont été chassées de leur maison, fuyant les groupes armés et ne bénéficiant d'aucune protection de la part des forces militaires et de police, qui ont également commis des violations. Certaines de ces attaques et de ces meurtres de civils dans les provinces de l'Est peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La responsable onusienne en appelle à la responsabilité de l'État à travers un déploiement des forces de sécurité dans la protection des populations civiles. J'appelle les autorités à faire tout leur possible pour introduire ou accroître la présence de forces de sécurité dans les zones de conflit afin de garantir qu'elles protègent les civils plutôt que de s'en prendre à elles. La protection des civils relève de la responsabilité de l'État et lorsque l'État laisse un vide, cela met ces communautés en grand danger. En RDC, l'expérience passée montre que cela peut avoir des résultats catastrophiques. Le nombre de victimes a fortement augmenté ces dernières semaines alors que les conflits dans 3 provinces de l'Est du pays, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, se sont propagés. Ces violences ont jeté des centaines de milliers de personnes sur les routes. Selon l'ONU, entre octobre et fin mai, au moins 531 civils ont été tués par des groupes armés en Ituri, dont 375 depuis mars. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise auraient également tué 17 civils au cours de la même période. À Madagascar, des heurts ont eu lieu mercredi lors de rassemblements contre les mesures anti-Covid-19. Manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés dans la rue. Le pays qui compte à ce jour près de 1000 personnes contaminées à la maladie à coronavirus et 7 personnes décédées. Un reportage. Selon des témoignages recueillis sur place, les incidents ont éclaté lorsque la police a frappé un habitant qu'elle accusait de ne pas respecter l'interdiction de faire du commerce dans l'après-midi en vertu des mesures de confinement. La police a nié cette violence dans un communiqué. Pourtant, des images de l'homme à terre ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et causé la colère de la population qui a érigé un barrage, brûlé des pneus et lancé des pierres sur les forces de l'ordre. Les gens doivent respecter les mesures prises par l'État et les choses s'arrangeront. Mais les policiers sont sévères et ils font peur aux gens. C'est pour ça que les gens sont extrêmement en colère contre eux. C'est ce qui explique la situation tendue à Tamatave. J'ai très peur des policiers, mais face au manque d'argent, nous faisons comme si nous n'avons pas peur. Quelques heures avant ces incidents, un groupe d'habitants se présentant comme un collectif des doyens de la ville a dénoncé sur les réseaux sociaux la décision du président Andrajoël d'envoyer des renforts militaires et, plus généralement, sa gestion de la crise sanitaire. Et puis voilà plusieurs jours que les restaurants et maquis ont de nouveau rouvert leurs portes aux clients. En pleine pandémie de Covid-19, comment se passe cette réouverture? Un sujet à découvrir juste après le JT et la météo de Maïmouna, un extrait. Si ce gérant insiste sur le respect scrupuleux des mesures barrières, c'est pour éviter que son maquis soit de nouveau fermé. En 2 mois, c'est plus de 80% de son chiffre d'affaires qui a été touché, et pas question pour lui de revivre cette situation. Oui, celui qui l'a appelé 1 mètre. Maintenant, lui qui permet aux gens de laver la main, là, il n'est pas obligé de s'asseoir ici, il peut se mettre à côté là. Donc il faut poser ça au moins ici. Là, au moins ça reste 1 mètre. Mais attends, marqué, où est ton cache-nez? Va chercher, innocent, où est ton cache-nez? Ah, les gars!
C'est donc à voir dans ANC Reportage. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que la pandémie est loin d'être terminée. Il faut donc continuer à observer les mesures barrières. Ce vendredi, on compte donc désormais dans le pays 3431 personnes confirmées à la maladie à coronavirus, 1604 personnes guéries et 36 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.